En 2008, les services marocains démantelaient une des plus dangereuses cellules terroristes de ces dernières années. La cellule Abdelkader Belirj, installée en Belgique. Cette cellule tentaculaire annonçait-elle déjà les prémices d'une globalisation du terrorisme à la lumière des attentats de Paris, dont les auteurs sont originaires du tristement célèbre quartier Molenbeek en Belgique? Mehdi Investigation revient en détail sur l'affaire Belirj et ses liens avec le terrorisme international, un terrorisme désormais sans frontières. Une semaine après les attentats de Paris, nous nous sommes rendus dans le quartier de Molenbeek, à l'ouest de Bruxelles. Ici, de jour comme de nuit, les hélicoptères survolent le ciel de la commune, propulsés en l'espace de quelques jours au devant de la scène mondiale. Pour les habitants, les rondes des véhicules blindés de l'armée font depuis quelques jours partie du paysage. Donc tu penses qu'ils arrivent vers Saint-Josse à mon avis, c'est ça? Ouais, ça doit être encore une fausse alerte et une fausse piste, comme ici à Molenbeek, il n'y a rien. J'étais à Saint-Georges, je me suis déplacé à Molenbeek. Dès que j'ai entendu qu'il y avait les militaires, etc., qui sont venus, dès que je suis arrivé ici, je les ai vus, effectivement, il n'y avait rien. Ben, c'est pour faire peur au peuple, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. C'est pour instaurer un état de panique. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Ok. Allez, vas-y. Vous voyez, ils font peur même aux parents, à la famille, etc. Tout le monde vous appelle pour vous dire « Ouais, il y a un problème là-bas, il y a un problème, faites attention. Faites, ils vont vous faire ci, ils vont vous faire ça. » Toi, c'est un état de panique. Moi, aujourd'hui, j'étais voir ma mère, que j'ai pas vue depuis 3 jours. Elle était en panique depuis 3 jours, elle m'a dit. Parce qu'elle m'a dit, je sais pas, peut-être même moi, ils peuvent venir me mettre dans un film pareil, tu comprends? Durant cette froide soirée du dimanche 22 novembre, la police molenbeekoise procédera à l'arrestation de pas moins de 16 personnes. Plusieurs quartiers sont investis par la police, fouillent au corps, rue Barré, les agents occupent le terrain. Ils n'ont pas arrêté d'arrêter des personnes un peu partout. On tourne à 4 en voiture, on vous arrête, on vous embarque et dans les journaux on met ouais, ils ont arrêté 4 suspects là-bas, ils ont arrêté 6 suspects par là. En fin de compte, il n'y a rien de tout ça, quoi. Quand vous lisez l'article ou bien que vous êtes emmené au commissariat, ils vérifient, ils voient qu'il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de psychose un peu par rapport... Exactement, il y a une grosse psychose, bien sûr. Vous voyez bien qu'en France, ils sont en train de faire la fête. Et ici, demain, il n'y a pas d'école, il y a toutes sortes de choses, pas de métro, pas de bus. Vous comprenez? Il y a de l'abus, en fait. Molenbeek, le quartier le plus dense de la capitale belge. 100 000 habitants, une cité pauvre. Ici, le revenu moyen n'excède pas les 9 000 € par an et où la population immigrée est très présente. Une centaine de nationalités y cohabitent. Sous un ciel bas et gris, les maisons HLM en briques rouges semblent ce soir encore plus tristes que d'habitude. Et la commune séparée du centre historique de Bruxelles par un canal, sorte de frontière invisible, et depuis une semaine encore plus isolée de Bruxelles, tout en étant au cœur de l'actualité. Au bout de cette longue ruelle qui débouche sur la grande place communale, un bâtiment, un numéro, qui depuis une semaine ne laisse pas indifférents les passants et encore moins les médias. C'est ici que vit la famille Abdeslam. C'est dans cette maison que les frères Brahim et Salah auraient planifié les attentats du 13 novembre. Dans la fratrie Abdeslam, Brahim était loin d'être le fils modèle. Très tôt, il a eu des démêlés avec la justice. Brahim, l'un des kamikazes du vendredi 13, tenait les Béguines, un bar situé dans la rue du même nom. Salah Abdeslam, le cadet toujours en cavale, semblait mener une vie sans histoire. Il était fiché par les services de renseignement belges qui le tenaient à l'œil.
Il faisait partie d'une liste de 800 personnes ayant attiré l'attention des autorités pour leurs liens présumés avec les combattants de Syrie. Dans le quartier, tout le monde semble d'accord. Salah Abdeslam, devenu l'homme le plus recherché du pays, ne présentait en rien l'apparence d'un terroriste s'apprêtant à commettre un massacre. J'ai la maman qui passe de temps en temps chez moi acheter des foulards ou bien des accessoires. J'ai le fils qui vient s'acheter aussi des accessoires chez nous, qui venait s'acheter des accessoires chez nous, mais sans plus, des gens normaux. Il y a pas de, on n'a jamais rien vu de signe particulier sur le jeune qui aurait pu détecter n'importe quel comportement qui nous reflète les médias d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le Salah qu'on parle maintenant, que je connaissais via ma boutique, je ne reconnais pas le Salah qui nous décrit les médias. C'est ça, je ne le reconnais pas. Il n'y a rien qui aurait pu nous avertir ou nous faire un tilt en disant « Ah oui, faire attention, il faudrait mieux lui parler » ou quoi, non. C'est de Molenbeek également qu'est originaire Abdelhamid Abaoud, membre du groupe État islamique et organisateur présumé des tueries dans la capitale française. Il est décédé dans l'assaut à Saint-Denis en banlieue parisienne 6 jours après les attentats de Paris. Membre d'une brigade francophone de l'État islamique en Syrie, Abaoud a été présenté comme l'inspirateur de nombreux projets d'attentats terroristes en Europe. Dans les rues de Molenbeek, la tension est palpable, surtout parmi les membres de la communauté musulmane. Nous avons rencontré la bourgmestre de la commune de Molenbeek. Françoise Schepmans ne va pas jusqu'à reconnaître cette responsabilité, mais parle volontiers de contextes difficiles et sensibles de l'agglomération qu'elle administre. Les difficultés que connaît Molenbeek, voilà, elles sont de plusieurs ordres. Et il faut nécessairement agir sur plusieurs axes. Alors on sait que notamment dans ce quartier-ci, il y a des raisons économiques et sociales qui créent un certain contexte. À côté de ça, il y a aussi à Molenbeek certains milieux fondamentalistes qui se sont développés avec les années. C'est un phénomène qui existe, je dirais, depuis même les années 90, 2000. En évoquant les années 90 et 2000, la bourgmestre fait allusion à l'une des plus importantes cellules terroristes qui a vu le jour sur le sol belge. La cellule de Abdelkader Belirj, un terroriste belge d'origine marocaine, impliqué dans la liquidation de plusieurs personnalités de la communauté juive et musulmane de Bruxelles, mais pas seulement. Lors de l'interrogatoire qui a suivi son arrestation par les services marocains en 2008, Belirj a avoué être derrière l'exécution en 1987 d'un ex-militaire belge de confession juive sur le lieu de son commerce, à Bruxelles. Deux ans plus tard, il aurait commandité l'assassinat d'un homosexuel belge de confession juive dans la forêt Ardennes, dans la banlieue bruxelloise. La même année, Belirj aurait mandaté deux complices, Hassan Younsi et Habib Mahmoudi, pour assassiner le recteur du centre islamique de Bruxelles, le saoudien Abdullah Al-Ahdal, ainsi que son adjoint, le tunisien Salem Al-Bahri.
Autre dossier d'assassinat attribué à Bel'Erj et toujours devant la justice belge, le meurtre du docteur Joseph Wibran à sa sortie de l'hôpital un soir d'octobre 1989. Pour l'avocat de la famille Wibran, l'implication du terroriste belgo-marocain ne laisse pas de doute. Ce que j'ai pu découvrir dans un dossier qui n'est pas le dossier de l'assassinat du docteur Wibran, qui est un autre dossier qui concerne l'assassinat d'un imam, j'ai pu découvrir qu'effectivement, M. Beliraj était bien connu des services antiterroristes et de la sécurité belge, la sûreté de l'État, puisque j'ai pu voir qu'il y avait un rapport qui avait été fait, qui est un rapport de 1991 qui concerne les activités de M. Beliraj en Belgique. Et dans ce rapport et dans les procédures qui avaient été ouvertes contre M. Beliraj, j'ai pu voir qu'il était suspect de faire du trafic d'armes, du trafic d'explosifs et également de faux passeports, et qu'il était suspect de détenir des armes. En août 2001, un mois avant les attentats du 11 septembre, Abdelkader Bel'Erj se serait rendu à Kandahar. C'est ici qu'il aurait rencontré Oussama Ben Laden en présence de Ayman al-Dawahiri. C'est lors de cette rencontre qu'il se serait concerté sur la mise en œuvre du projet d'Al-Qaïda, à savoir la fabrication d'armes chimiques et biologiques. À partir de 2001 et suite au séisme du 11 septembre, une série d'attentats revendiqués par Al-Qaïda frappe différentes régions du monde. Pendant ce temps, les membres de la cellule Bel'Erj étendent les tentacules de leur réseau et multiplient les contacts. Vers la fin de l'année 2003, Ali Arras, décrit comme l'armurier de la cellule, et son complice Mohamed Harraoui se seraient rendus à Londres où ils auraient séjourné chez Mohamed El-Gerbouzi, cofondateur du groupe islamique combattant marocain fondé en Afghanistan avec le soutien d'Al-Qaïda, avec lequel ils auraient débattu de la nécessité d'unir les rangs des djihadistes marocains en vue d'agir sous la bannière d'Al-Qaïda. Lors de ce même voyage, ils auraient eu également à Londres des contacts avec le Jordanien Omar Mahmoud Omar, alias Abu Qatada al-Filistini, et l'Égyptien naturalisé britannique Mustafa Kamel Mustafa Ibrahim, alias Abu Hamza al-Misri, condamné à perpétuité et incarcéré aux États-Unis. Au cours de l'année 2004, Abdelkader Bel'Erj se serait rendu à Riyad, en Arabie Saoudite, où il aurait rencontré des membres d'Al-Qaïda intéressés par l'achat d'armes à feu et d'explosifs. En 2004, Al-Qaïda frappe l'Espagne en plein cœur. L'attentat de la gare d'Atocha fait plus de 190 morts. Au cours du mois de mai 2005, Abdelkader Bel'Erj aurait tenu une réunion à Bijaya en Algérie pour obtenir le soutien du groupe salafiste pour la prédication et le combat algérien, pour la mise en place d'un camp paramilitaire, pour l'hébergement des membres de Harakat al-Mujahideen fil Maghreb. C'est Ali Arras qui aurait servi d'intermédiaire entre les deux parties.
En février 2008, après une semaine d'alerte rouge au Maroc, la cellule Belherj est démantelée. Dans la foulée, 34 personnes soupçonnées d'implication dans des actes terroristes sont incarcérées. En juillet 2009, le verdict tombe. C'est la prison à perpétuité pour Abdelkader Belherj, au terme d'un procès suivi par les médias du monde entier. Les charges d'accusation retenues contre lui sont lourdes. Trafic d'armes, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, association de malfaiteurs en vue de préparer et de commettre des actes terroristes, meurtre avec préméditation, tentative d'homicide volontaire avec préméditation, vol qualifié et tentative de vol qualifié et détention illégale d'armes et d'explosifs. Quand pour l'affaire Belherj, il y a une dizaine d'années, les services belges n'auraient cette fois-ci encore rien vu venir. Les musulmans de Belgique le savent. Abdeslam, Abaoud, des noms qui vont leur coller à la peau. Eux qui vivaient jusque-là discrètement, parfois difficilement à cause de la crise et du chômage qui touchent de plein fouet les jeunes de cette communauté. Depuis les événements, un seul sujet anime leurs débats et leurs journées. Comment faire face au regard suspicieux de leurs compatriotes et à l'œil inquisiteur des forces de l'ordre, comme ici, dans le café Tétouan du centre bruxellois. هذا الشيء اللي وقع يعني كارثه الجاليه مغربيه ماشي في بروكسل ففي اوروبا كامله يعني هذا المشكل عادي يضر على الجاليه والجاليه يعني حتى المغرب كيستافد منها كثير وهاد الناس هادو بصراحه عطاونا فرصه عطاونا باش نعيشوا مزيان يقربونا وليداتنا ولكن سي دوماج هاد الناس اللي كيدخلوا كيهرسوا واحد الجاليه كبيره واحد القصيصه المغرب وبزاف د الحوايج داخله في هادشي يعني سي دوماج اللي كما نقولوا هذا عادي يدور على الجاليه والمستقبل هذا ضروري. Moi ça fait 37 ans que je suis en Belgique. J'étais un cadre bancaire. Donc j'ai des enfants, l'aîné marié, donc j'ai des enfants ici. Les conséquences vont être néfastes parce que tout ça, c'est nos enfants qui vont subir. Donc au niveau du travail, au niveau de l'école, même au niveau de l'école, maintenant les enfants souffrent parce que tout arabe ou musulman, il est considéré comme un terroriste. Il y a l'exclusion sociale, la discrimination plus l'humiliation. Vous savez la police, qu'est-ce qu'il fait ici, madame? Il contrôle que nous, les Maghrébins, soit eux ou bien nous. Contrôle vraiment violent, l'humiliation avec des mitraillettes, tes mains en l'air comme si vous portiez une bombe. Et vous êtes quelqu'un, un passant, ou bien vous êtes dans le quartier. Ici, non, toujours. Il vous est déshabillé dans la rue, comme vous êtes. Ça amène à la haine. La haine, le mot est fort. Mais pour ce Marocain de Belgique, ce serait la conséquence de plusieurs années de politique de marginalisation de ce quartier et de ces jeunes. Des jeunes confrontés au décrochage scolaire, au chômage et à une perte de repères. Des proies faciles aux discours radicaux. Cette mosquée est l'un des 4 lieux de culte musulmans autorisés par l'État belge. Ici, on prêche les préceptes de l'islam, le vrai, celui de la paix et de la tolérance. Les mosquées, ce sont des lieux de la paix, des lieux d'éducation, pour éduquer les fidèles. C'est pas pour les pousser de faire des choses contre l'islam. Et les radicaux, de toute façon, ils sont partout, dans tout le monde entier.
Et nous sommes contre les radicaux et contre les mauvais discours, s'il y a des mosquées qui prononcent ça, parce que moi je sais pas. Ici, c'est pas le cas chez nous ici. Chez nous, c'est la paix, c'est de vivre ensemble avec nos amis belges ici. Et normalement, les musulmans qui sont en France, ils doivent vivre avec les Français aussi la même chose, parce que l'islam, quand tu rentres dans un pays, on t'accepte dans un pays, tu rentres dans un pays, tu as signé un pacte. Dans la religion, ça veut dire que tu as signé un pacte de paix et un pacte de respect de la loi. Et si tu n'es pas d'accord, tu vas dans un autre pays ou bien tu retournes chez toi. Abdelhamid El-Hassani est réputé pour son ouverture d'esprit et sa grande tolérance. Et pourtant, ce matin, une lettre de menace a été déposée dans la boîte aux lettres de la mosquée. Aucune mosquée, aucun commerce, aucun de vos commerces ne sera à l'abri. Vos frères seront égorgés comme des cochons, crucifiés comme notre Seigneur, afin de reconvertir leur âme. On va État chrétien avec la croix et deux flèches à côté. Mais je t'ai envoyé sur mail, tu as l'image sur les. Mais c'est ça, RTL et RTBF, ils vont inviter ceux qui ne sont pas sur le terrain, qu'ils invitent toujours d'autres personnes. Ça, c'est RTL. Vous les connaissez, hein? Dans les circonstances actuelles, on s'attend à tout, hein. Donc l'alerte de menace qu'on a reçue aujourd'hui ne va pas nous effrayer, mais on doit être plus vigilant et faire attention, bien sûr, à ce qui se passe autour de nous. C'est vrai que les derniers événements dramatiques ont secoué tout le monde, ils ont brisé tout un travail qu'on a fait depuis plus de 30 ans. Et quand même, la confiance maintenant est remise en question, le travail qu'on a fait pour le vivre ensemble, pour cohabiter harmonieusement avec d'autres communautés religieuses et philosophiques, il est remis en question. Malheureusement, nous sommes toujours ceux qui doivent se justifier, qui doivent se remettre en question, qui doivent dire que ce n'est pas nous. Donc, ces lettres de menaces font partie de notre quotidien ces dernières années. Des fois, ce sont des menaces verbales, mais quand on reçoit des menaces écrites comme ça dans les boîtes aux lettres, c'est un peu dur. L'heure est grave pour ce Marocain installé en Belgique depuis plusieurs années. D'ailleurs, dans une statistique, ils ont dit que l'endroit au monde où il y a le plus de concentration de mosquées, c'est Molenbeek-Saint-Jean. Vraiment, c'est dans un mouchoir de poche. Vous avez, sur un périmètre de 400-500 mètres, vous avez 10 mosquées. C'est énorme pour une capitale. Et au cœur d'une capitale, de la capitale européenne. Donc, mosquées légales. J'arrive. Donc, il y a 22 mosquées. Dans ces mosquées, il y a 4 qui sont reconnues officiellement par l'État et subventionnées par l'État. Il y a 6 ou 7 mosquées qui sont des salles de prière qui n'ont aucune reconnaissance. Parce qu'à un moment ou à un autre, sur Bruxelles, il y a des pouvoirs politiques de droite et de gauche qui ferment les yeux sur tellement de choses qui se passent, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Alors n'importe qui peut ouvrir une mosquée. Il suffit de créer une ASB, une association, et vous louez un local, ça devient une mosquée. Sans vraiment démarche administrative de régularisation. Donc c'est pour ça qu'on parle de mosquéisation, c'est-à-dire où les mosquées poussent comme des champignons dans certaines communes. Sans aucun contrôle. Le bilan des attentats du 13 novembre est lourd.
très lourd, 129 morts et des dizaines de milliers de victimes, des musulmans de France, de Belgique et de toute l'Europe stigmatisés, contraints de se justifier et de se dédouaner, comme ce père de famille installé depuis 4 décennies à Molenbeek. Les gens maintenant ont pris conscience qu'on est dans une situation grave, qu'on est dans une situation de rejet. Car si ça continue comme ça, on va nous traiter comme à l'époque, comme à Varsovie. Hein. On va être bien clair, donc on devra mettre une étoile, je crois une étoile marocaine, en disant bien qu'on est marocain. Donc vous savez nous contrôler plus facilement. Si on ne bouge pas, c'est ce qui va se passer de toute façon. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont les Marocains qui sont le plus visés dans cette affaire? Ah oui, c'est les Marocains qui sont visés. Les contrôles se font que sur les Marocains. Hein. Écoutez, c'est clair. Hein. Quand la police contrôle, la police fédérale sort les mitraillettes sur les gens, c'est que les Maghrébins. Hein. Je vois personne d'autre. Hein. Je vois ni un Polonais, ni un Suédois, ni un Danois qui est contrôlé. Hein. C'est bien les Marocains qui sont contrôlés. Donc, pour moi, c'est clair. Hein. Pour Talib Nabslan, qui se bat tous les jours, seul pour élever ses 5 enfants après le décès de son épouse, l'avenir n'a jamais semblé aussi incertain dans une commune laissée à l'abandon depuis de nombreuses années. Il est bleu, c'est facile à... Il est bleu, oui, comment ça se fait? C'est pas sur le coin. Il y a un programme à faire et le programme n'a pas été fait convenablement. On a laissé trop faire, on a laissé les quartiers mourir et on n'a pas écouté les jeunes comme on doit les écouter. Car il y a écouter et écouter. Le problème, c'est qu'il y a certains jeunes qui parlent, on ne les écoute pas. Et il y a certaines structures qui existent, mais ils travaillent qu'avec eux. Donc si on connaît le fils d'un tel, on le prend. Mais si on ne connaît pas le fils de l'autre, on ne le prend pas. C'est triste à dire, mais la réalité des choses est comme ça. Et l'ancien pouvoir qu'il y avait en place ici à Molenbeek, l'ancien pouvoir, c'était un pouvoir, on devait être clair, dictatorial, hein, où il fallait fonctionner comme il voulait, ou bien on vous écrasait. Hein, donc c'est clair, c'est l'ancien pouvoir qui a laissé complètement tomber. La preuve maintenant, il dit à la télévision, l'ancien Mayer, il dit que oui, j'ai pas fait assez pour les jeunes. Mais non, il n'a rien fait du tout. Et ce n'est pas Ahmed Khennous, vice-maire de Molenbeek, qui dira le contraire. Pour lui, la nature a horreur du vide et Daesh a tout simplement investi le terrain laissé vacant par d'autres. Les responsables se disent aujourd'hui dépassés pour lutter contre un ennemi qui peut surgir n'importe où et à n'importe quel moment. Ça va, parce que c'est une chaîne qui est très regardée au Maroc, donc ici dans les foyers, ce serait bien qu'il fasse passer un message. Ouais. Ici, en l'occurrence, maintenant, c'est Daesh qui je pense, fait parler de lui parce que c'est un phénomène relativement nouveau. C'est pour ça que toutes les études ou toutes les analyses que j'ai pu entendre dans la presse concernant ce phénomène, on aurait pu, non, personne ne s'attendait à l'émergence d'un tel mouvement radical, que moi je qualifierais de secte, enrobé je dirais de religion, et qui met en avant des arguments religieux, parce que personne n'était prêt, avec les méthodes de conditionnement qu'ils utilisent, une maîtrise parfaite des réseaux sociaux, parfaite de la communication audiovisuelle, et donc on est face à un danger nouveau. Les sociétés, la nôtre ici en l'occurrence en Belgique et particulièrement à Molenbeek, nous n'étions pas prêts à faire face à ce phénomène. Pour le vice-maire, si Daesh réussit à recruter à Molenbeek aussi facilement et à tour de bras, c'est principalement à cause de l'abandon scolaire et du chômage. En région bruxelloise, le taux de chômage gravite autour à peu près de 20,8-21%. Il est oscillant. À Molenbeek, nous connaissons un taux de l'ordre de 28%. 28%, et chez les jeunes de moins de 26 ans, nous sommes entre 48 et 50%, c'est-à-dire qu'un jeune sur deux ne travaille pas. Alors les explications sont diverses. La première, c'est l'inadéquation entre la formation, le cursus scolaire et les besoins du marché de l'emploi. La deuxième, c'est que nous avons un taux de décrochage scolaire très élevé chez les jeunes, et on devrait s'en inquiéter. Et la troisième, qu'on essaye de ne pas reconnaître, malgré que depuis plus de 10 ans, des mesures très concrètes ont été prises pour pouvoir lutter contre ce phénomène
qui, je dirais, qui nous empoisonne, c'est la discrimination à l'embauche. Aujourd'hui, 21% de chômage en région bruxelloise, il est de plus ou moins 35% chez les personnes d'origine maghrébine et il est à peu près de 80% chez les personnes subsahariennes. Ça va bien, non, ça va pas bien. Tranquille, non, pas tranquille. Ça va pas? Ça se passe bien. Plus personne n'ose sortir, tout le monde a peur, tout le monde pense qu'ils sont coupables alors que rien. On pense qu'on va les accuser. Un discours qui trouve écho chez la majorité des jeunes de Molenbeek. Pour eux, la discrimination commence très tôt. Au primaire déjà, les dés sont jetés. Et puis les perquisitions, les visites à domicile qui comptent faire dans tous les logements à Molenbeek. À l'école primaire, on les discrimine déjà un peu. C'est-à-dire qu'on les brise de façon à ce qu'ils n'aient pas confiance en eux. Quand ils arrivent en secondaire, en deuxième secondaire, il y a la conseillère d'orientation scolaire qui va dire « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand comme métier ?» Hein, le gamin qui a de l'espoir et qui y croit, il va vous dire « Moi, je veux être ingénieur, avocat, juge, médecin ou je ne sais pas, artiste. » Et le conseiller, il lui dit clairement, il lui dit « Écoute, non, ton père, il faisait quoi? Il était maçon. Ah ben voilà, fais comme ton papa, maçon. Tu auras un métier de main, ou carrossier, ou mécanicien. C'est respectable. Ce sont tous des métiers honorables. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour le gamin qui voulait faire avocat et qui se retrouve en mécanique ou en maçonnerie, en deuxième secondaire, dans le quatrième, il n'aime pas ce qu'il fait. Décrochage scolaire. Des jeunes en échec scolaire exclus, en perte de repères, qui ne demandent qu'à être valorisés. Ce qui paraît, la Turquie a appelé la Belgique en disant ouais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu, faites attention, ils n'ont pas fait attention à lui. Vous avez ces personnes, hein, tordues d'esprit, parce que j'ai pas d'autres mots, qui viennent, qui prennent ces jeunes, qui les bottent en 48 heures. Ces jeunes-là, qui se rendent compte que de là où ils comptaient pas, eh bien, tout change, ils comptent énormément pour quelque chose, ou pour quelqu'un, ou pour une situation. Donc vous imaginez? Le terrorisme, c'est une compétence, c'est pas une compétence communale, hein. Vous savez, je veux dire, s'il y a un problème de terrorisme à Molenbeek, c'est l'État qui doit s'en occuper au niveau sécurité ou au niveau sécurité de l'État. Mais c'est pas une compétence communale. Comment ça? On ne sait pas si lundi ils vont... Ces jeunes de Molenbeek ne croient pas si bien dire. Le terrorisme n'est pas une compétence communale. Aujourd'hui, il dépasse toutes les frontières. Un terrorisme international, enfant de la mondialisation, et dont l'éradication passe, elle aussi, par une action globale. Aujourd'hui, plus que jamais, les États doivent faire front commun pour venir à bout d'un ennemi, le terrorisme sans frontières. Le rôle déterminant joué par le Maroc dans l'identification et la localisation des terroristes du 13 novembre à Paris en est la meilleure preuve. Paris, 13 novembre 2015. Il est 21h20 quand des terroristes équipés de Kalachnikov et de dispositifs d'explosifs commencent leur macabre tournée. 3 explosions près du Stade de France lors du match France-Allemagne. Fusillades dans plusieurs restaurants de l'Est parisien qui feront une quarantaine de morts. Et enfin, un concert de rock qui se transforme en carnage avec plus de 80 morts et des centaines de blessés. Les victimes, elles s'appelaient Cédric, Jamila, Nathalie, des victimes de 17 à 61 ans, des Français et des étrangers, des musulmans et des chrétiens, des juifs et des athées. La mort a frappé de manière aveugle lors d'une opération commando revendiquée par Daesh. Les terroristes, des jeunes Français belgo-marocains, armés et violents, qui ont cherché à détruire des symboles forts de la culture française. Près de 10 mois après les attentats de Charlie, la France et Paris en particulier sont à nouveau endeuillés. Très vite,
la communauté musulmane de France craint d'être le bouc émissaire des amalgames et mesure les conséquences des actes des kamikazes. La traque avance vite, du fait de l'état d'urgence qui donne les coups des franches aux enquêteurs. Le président François Hollande prend des mesures fermes. La communauté musulmane, quant à elle, fortement secouée, nous confie ses peurs et son empathie face à cette barbarie. Si eux ne l'ont pas compris, moi je ne les comprends pas. J'ai mal à ma France, fit mon cœur de vive voix. La France se réveille sous le choc. La presse relaye l'émotion de tout un pays, qui est encore palpable des dizaines de jours après. Les kamikazes ont cherché à toucher d'abord le mode de vie à la française, et les autorités n'ont pas tardé à réagir. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. En quelques jours, près de 1600 perquisitions sont menées dans toute la France. Des centaines d'arrestations, d'assignations à résidence, mais aussi des actions disproportionnées comme l'arrestation d'un non-voyant à Avignon ou la perquisition en plein service d'un restaurant halal. Les lieux de culte ne sont pas épargnés, comme la perquisition de la mosquée d'Aubervilliers que nous raconte son responsable juridique. Le soir, vers 22 h à peu près, il y a eu une perquisition à mon domicile. Donc en fait, la police et la BRI sont venus à mon domicile. Ils ont perquisitionné mon domicile. Et ensuite, on est allé donc en convoi, plus de 60 fonctionnaires. Ils sont allés perquisitionner la mosquée d'Aubervilliers, dont je suis le président et le responsable. Avant de quitter mon domicile, j'ai pris le trousseau de clés de la mosquée. Je leur ai proposé d'ouvrir la porte. Mais bon, ils étaient trop pressés, ils ne voulaient pas que j'intervienne. Et donc, ils ont préféré défoncer les portes pour sécuriser le lieu, c'est ce qu'ils disent. Plusieurs portes défoncées, même des portes intérieures, des vitres brisées, des meubles jetés à terre. Donc oui, on n'a pas encore chiffré les dégâts, mais ils sont relativement importants, oui. On m'a dit simplement que l'opération a été motivée parce qu'ils avaient des soupçons, mais quand on pose la question, j'ai posé la question directement, pourquoi vous venez? On me dit, on ne vient pas ici par hasard, mais on ne donne pas plus de détails. Alors j'ai compris par la suite, après la perquisition, en lisant dans la presse, que les personnes qui ont été neutralisées à Saint-Denis étaient passées par Aubervilliers. Le problème avec une mosquée, c'est qu'on reçoit du public, qu'il n'y a pas de contrôle à l'entrée de la mosquée. Nous, on n'a pas de fiche de renseignement, pas de contrôle particulier. À partir du moment où la personne rentre, fait sa prière et ne fait pas d'histoire, il n'y a personne qui va aller la voir pour lui demander de sortir ou quoi que ce soit. Depuis toujours, je dirais, on est une minorité visible. Le fait qu'aujourd'hui, il y a une deuxième et une troisième génération de musulmans français qui se revendiquent comme étant français et qui revendiquent à avoir les mêmes droits que n'importe quel Français, qui ne veulent pas être des citoyens de seconde classe. Donc ça pose un problème. Il y a un changement de la société en France qui n'est pas accepté par certaines personnes. Un climat de suspicion à l'égard des musulmans, que l'on retrouve aussi sur Internet, et notamment dans les commentaires de médias français. Jérémy Mani de la société Nitino est chargé de modérer plusieurs de ces sites en France. Il revient pour nous sur l'après 13 novembre. Depuis donc le 13 novembre, on a une recrudescence de commentaires anti-musulmans, d'amalgame entre terroristes et musulmans modérés, musulmans tout court, qui pratiquent leur religion. Après Charlie, c'était autre chose, c'était beaucoup d'attaques contre ce média qui a été accusé de provoquer l'islam, aussi contre la communauté juive, alors qu'elle était victime. Donc on n'a pas tout à fait la même typologie de commentaires, beaucoup plus de commentaires anti-musulmans aujourd'hui qu'à l'époque. Si on devait donner une proportion entre messages haineux et messages plus de compassion, on va dire qu'au début, dans les premiers jours qui ont suivi, on était plutôt autour de 70% de messages qui sont dans la compassion, dans l'émotion, dans le remerciement aussi par rapport aux forces de l'ordre qui ont défendu la population. Et donc 30% de propos qui sont à retirer, pas forcément 30% de propos haineux, mais parfois un peu trop agressifs, on va dire, pour être acceptables. Le problème, c'est que depuis quelques jours, entre guillemets, la vague d'émotions retombe et restent les propos un peu plus haineux. Donc on est sur des proportions qui seraient plutôt de 35, parfois 40% de messages qui doivent être retirés, même si c'est très variable d'un média à l'autre et selon l'actualité.
On sait de sources sûres que certaines fois, ce sont vraisemblablement des militants très à droite, d'extrême droite, identitaires, qui se créent des faux profils, parfois avec des noms à consonance d'Afrique du Nord, et qui vont dire des horreurs pour faire croire que ce sont des musulmans qui tiennent ce type de propos-là. On le sait assez bien parce qu'on voit que ça peut être les mêmes emails d'inscription que d'autres propos qui ne tenaient pas ce type de choses-là, ou avec un pseudonyme différent. Au-delà des propos haineux, on constate aussi des fausses informations et des rumeurs. Il y a un certain nombre de rumeurs qui ont circulé pendant ces derniers jours, généralement relayées par des gens qui ont tout intérêt à ce que l'amalgame contre les musulmans soit fait. C'est d'ailleurs les mêmes qui généralement faisaient la même chose avec l'amalgame contre les juifs. C'est d'essayer de détourner des images et de faire en sorte de faire croire aux gens, à la population, que ce sont des images prises sur l'instant donné. J'ai en tête certaines photos de réjouissances au Proche-Orient qui étaient des réjouissances suite à un cessez-le-feu, par exemple, il y a quelques années. On va vous présenter ça comme des réjouissances qui ont eu lieu la veille à Gaza, pour dire, ou dans tel quartier du monde arabe, pour dire que voilà, la population arabe se réjouit de ces attentats. C'est bien évidemment faux. Des rumeurs, mais aussi des croix sur une mosquée, des tags également. Les actes islamophobes explosent, comme nous l'explique Morad Latrèche, le fondateur de Safir News. On a plus de recul par rapport aux attentats de janvier. Là, c'est plus que manifeste. On a, en quelques mois, eu autant d'actes islamophobes que toute une année, que l'année précédente, en à peine un mois. Donc oui, on peut dire qu'il y a eu une explosion d'actes islamophobes. Alors maintenant, par contre, ils ne se sont pas manifestés par le degré de violence. Il n'y a pas eu une montée de degré de violence significative. Il y en a eu quelques-unes, mais pas significatives. Effectivement, les musulmans se sont mobilisés dans l'ensemble. Ils se sont mobilisés avec des actions plus ou moins concrètes, plus ou moins étendues. Des actions, par exemple, beaucoup de mosquées ont fait des rassemblements œcuméniques, donc avec d'autres religions, les chrétiens, les juifs, les protestants, catholiques, etc. Donc il y a eu des rassemblements dans un certain nombre de mosquées. Il y a eu aussi des initiatives de rassemblement d'imams pour rendre hommage aux victimes, donc avec des dépôts de fleurs et un discours qui est tenu pour rassurer la société française. Les jeunes, c'est un peu plus particulier, c'est qu'ils sont pris entre... c'est-à-dire qu'il y a une volonté de créativité, c'est-à-dire, mais en même temps, il y a la retenue de l'hommage. Donc certains, comme il y a certains qui lancent des vidéos pour justement rappeler le message de paix de l'islam, mais on sent quand même qu'il y a un peu de retenue par rapport à comment ces actions peuvent être reçues par nos concitoyens non musulmans. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes Français musulmans. Place de la République, nous retrouvons deux étudiants d'une vingtaine d'années, Dounia et Abderrahman, tous deux membres de l'association EMF, étudiants musulmans de France. Ils nous livrent ce qu'ils ont ressenti après les attentats. Dans le cadre des attentats donc, du 13 novembre, c'est toute la population en fait, qui s'est sentie visée. Pourquoi? Parce que tout le monde aurait pu perdre un membre de sa famille ou un proche durant ces attentats. À tout niveau de société, voilà, c'est pas juste du fait qu'on soit musulman ou autre, c'est même qu'on soit juif, chrétien ou autre, peu importe. On sent qu'il y a un sentiment de crainte, de peur en fait, que ce soit dans les transports en commun. Donc en allant au travail, par exemple, on sent qu'il y a de la crainte. Je dirais pas que j'ai peur. Il y a un peu d'angoisse, c'est sûr. Un peu, oui, surtout que je suis voilée, donc quand je vais sortir, je vais faire attention. Mais je faisais déjà attention avant, donc peut-être que je vais être un peu plus vigilante. Je sais que j'ai eu des commentaires un peu, voilà, qu'on n'aimerait pas vraiment entendre dans le métro ou dans la rue, ou des gens qui me posaient la question, mais oui, mais de toute façon vous êtes connectés, etc. Et c'est des gens avec qui on ne peut pas vraiment discuter parce qu'ils sont de mauvaise foi en fait. Ils ne veulent pas justement être dans cette démarche de dialogue. Peur, non, mais parce que la peur aussi, c'est ce que cherche à instiller, je dirais, le terrorisme et le radicalisme, et ceux qui ont commis ces actes, justement, ils cherchent à diviser la société. Donc dire que j'ai peur, ce serait aussi leur donner raison, même si c'est sûr qu'il y a une certaine crainte de cet amalgame, en tout cas. Il y a eu des amalgames qui ont été faits, des membres de la classe politique notamment, donc sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas eu la décence de respecter le deuil national et le moment de recueillement national qu'on vivait, pour cracher leur haine en fait, et leur discours clivant et ambigu et ambivalent surtout, en mettant la cause sur les musulmans en France en général.
Donc oui, il y a eu une stigmatisation. Après, le président de la République a fait une annonce le 18 novembre, justement, où il appelait la France et la nation française à éviter de faire ce genre d'amalgame et ne pas inciter à la haine. Mais ça existe toujours. 3 jours de deuil à cause de 8 terroristes présumés. La France est plongée dans le chaos et l'effroi. Et moi, je reste sans voix. Alors la vidéo, en fait, elle est venue, c'était une réaction spontanée, elle est venue de notre section à Toulouse, donc des membres qui avaient envie, en fait, de dire ce qu'ils ressentaient à ce moment-là, parce qu'ils ont été touchés, en fait, par ce qui se passait. Non pas parce qu'ils connaissaient des gens qui ont été victimes, mais parce qu'ils se sont dit, voilà, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être quelqu'un de mon entourage. Donc ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour crier notre émotion, en fait, la manière dont on a vraiment été touchés. Et la voix, choisie par mon cœur, se rattache à ma foi. Ma foi, dont les fondements se trouvent ébranlés par 120 morts et des millions de cœurs blessés. Donc du coup, ça a été tourné à Toulouse en une après-midi. Donc il y a un slam avec des membres qui portent des pancartes avec le hashtag donc, Nous sommes unis. On a senti en fait qu'on devait agir tout simplement et qu'on devait montrer que nous sommes unis, que c'est pas avec ces actes-là qu'on va être désolidarisés des autres. C'est beaucoup une réaction sur l'émotion en fait. Il n'y a pas vraiment de je me justifie ou je me désolidarise. C'est pas une not in my name. C'est on est tous unis face à ce qui s'est passé. C'est important parce que la différence est justement importante. Nous sommes et resterons unis à jamais. Beaucoup d'empathie vis-à-vis des victimes, mais aussi vis-à-vis des musulmans qui ont peur d'être stigmatisés, comme en témoigne ce commentaire sur une chaîne d'info. C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête, parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant au nom d'Allah. Un buzz qui fait 2 millions de vues et qui a poussé les internautes à lui offrir des fleurs. Une collecte qui a atteint 16 000 € et sera finalement reversée aux familles des victimes. Mais la France se pose des questions sur l'origine de cette terreur, née au sein même de la République. Raphaël Liogier est sociologue et philosophe. Il évoque pour nous le changement opéré chez les terroristes depuis les années 2000. Constatons juste que de tous les djihadistes, sans exception, de Mohamed Merah jusqu'à ceux du 13 novembre, tous, Charlie, etc., il n'y en a pas un seul, et c'est pas d'essayer de dire l'islam, pas l'islam, il n'y en a pas un seul qui soit passé soit par une formation théologique de fond avant de devenir djihadiste, ou par une intensification progressive de sa pratique religieuse. Aucun n'est passé par une intensification progressive de la pratique religieuse, aucun n'est passé par une formation de fond en théologie, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Aucun. Ça devrait quand même nous alerter. Pas un seul. Ensuite, une fois qu'ils sont devenus djihadistes, ils ont besoin de prendre une posture. Il faut qu'ils passent à la mosquée de temps en temps, mais moins que les autres, justement. Une de leurs caractéristiques, c'est de ne pas être dans des milieux pratiquants, milieux dérégulés et tout le temps être passé par la délinquance et ce désir d'être caïd. Mais en quelque sorte, l'islam va faire partie de leur entraînement au djihad. Mais ce n'est pas par l'islam qu'ils sont devenus djihadistes. Donc c'est vraiment un très très grand changement. Et on voit bien que depuis le début des années 2000, on a ces débats sur les identités nationales, un nouveau Front National qui prétend défendre la laïcité et pas seulement la tradition chrétienne, une laïcité qui elle-même devient un instrument dirigé contre l'islam, c'est-à-dire un instrument de guerre culturelle, identitaire, ce qu'elle n'était pas avant 2003-2004. Donc on voit bien qu'on est dans cette espèce de focalisation sur l'islam. Et à cause de ça, à cause de cet aveuglement, on confond le néo-fondamentalisme, qui en fait n'est pas dangereux du point de vue de la sécurité, je vous dis encore une fois, qui pose peut-être des problèmes du point de vue des valeurs, et d'un autre côté, ce djihadisme, avec moi ce que j'appelle ces nouveaux ninjas de l'islam, des gens qui se lancent dans le djihad, aussi parce que l'islam est tellement représenté comme antisocial, que peut-être dans les années 80, il serait devenu terroriste d'extrême gauche, peut-être même punk, ou des choses comme ça. Des terroristes qui se positionnent comme antisociaux,
et qui répondent aussi à des clichés bien ancrés dans l'inconscient collectif. Thomas Guénolé, politologue, nous parle du mythe moderne du jeune de banlieue. Le mythe moderne du jeune de banlieue en France, c'est un jeune arabe ou black, mal rasé à capuche, très baraqué, qui est là pour violer votre femme, brûler votre voiture et voler votre bien. Voilà, ce sont ses fonctions dans la vie, ce sont ses occupations. Il en a d'autres, hein. Il fraude les allocations sociales, il planque des armes et il cultive de la marijuana dans sa cave. Dans la même cave, sans doute, il est en train de violer des filles avec ses copains parce qu'il fait des tournantes dans ses caves. Et il suit également les prêches, toujours dans des caves, de l'islam des banlieues qui va le faire devenir djihadiste en Syrie, parce que bien entendu, il déteste la France, il déteste le drapeau, il déteste les Français, il déteste les Blancs, et bien sûr, il est arabe par définition. Moi, après mes enquêtes, mon effort de documentation, mes enquêtes de terrain, les entretiens avec des acteurs de terrain, d'être allé au contact direct de jeunes de banlieue et d'être allé répétitivement dans des villes comme Clichy-sous-Bois, Stein ou d'autres, moi ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il y a moins de 3% des vrais jeunes de banlieue qui sont des criminels, des délinquants ou des jeunes dans des bandes qui pourrissent la vie des gens sans être criminels ou délinquants. Moins de 3%. Et pourtant, par exemple, dans le cinéma français, le fait d'être un délinquant ou un criminel quand vous êtes jeune de banlieue, c'est les jeunes de banlieue dans 2/3 des films français. 3%, 2/3. Dans les médias, beaucoup de retenues, mais également quelques dérapages, comme ceux de Mathieu Kassovitz ou d'Éric Zemmour. Au lieu de bombarder Raqqa, la France devrait bombarder Molenbeek. Raqqa en Syrie, Molenbeek en Belgique, d'où sont venus les commandos du vendredi 13. Une blague que pardonne RTL. Parmi les politiques, certains sont allés jusqu'à demander aux musulmans de se justifier, comme l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Pour moi, la laïcité, c'est la possibilité pour tous les Français de pratiquer la religion de leur choix, y compris pour les Français musulmans. À une condition, évidemment, c'est que les Français musulmans disent clairement qu'ils n'ont rien à voir avec ce fanatisme, avec cette barbarie. Quand Alain Juppé dit que les Français de confession musulmane doivent se désolidariser de Daesh, je ne sais pas s'ils se rendent compte, lui et d'autres qui ont dit la même chose, de la gravité de cette accusation implicite, de l'insulte que c'est pour les Français de confession musulmane et surtout, pardon de le dire brutalement, mais de la bêtise du raisonnement. Andreas Breivik, parmi les motivations des attentats qu'il a fait en Norvège, il y avait l'identité chrétienne de l'Europe. Personne n'a demandé aux Norvégiens de confession chrétienne de se désolidariser parce que tout le monde voyait bien que ce serait idiot. Alors pourquoi demander aux Français de confession musulmane de se désolidariser? Surtout, plus important, quand vous demandez aux Français de confession musulmane de se désolidariser de Daesh, les mots ont un sens. En français, ça veut dire que tant qu'ils ne se désolidarisent pas explicitement, ils sont présumés complices. C'est une accusation, 1, extraordinairement grave, 2, extraordinairement insultante, et 3, extraordinairement bête. Il y a quelque chose qui se banalise dans le débat public français, c'est de parler des Français musulmans. Pardon, mais il y a des citoyens français, ils peuvent être de confession musulmane, mais ça ne les définit pas en tant que personne, et leur identité publique et privée ne se résume pas à leur confession musulmane. Donc dire les Français musulmans, en fait, c'est postuler une communauté musulmane unifiée, alors qu'il n'y a pas une communauté musulmane, et 2, l'identité publique et privée des Français de confession musulmane ne se résume pas à leur foi, et 3, il y a des niveaux différents de pratique et de rapport à la religion. Donc c'est une généralisation qui est insupportable parce que ça revient à étiqueter les gens, et au sens strict, c'est un raisonnement communautariste. Des citoyens de confession musulmane, mais français à part entière, pas si sûr. Surtout avec la dernière proposition de François Hollande de déchoir de la nationalité les terroristes nés français. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. Une proposition que conteste le défenseur des droits, Jacques Toubon. Je le dis en tant que défenseur des droits, je considère que là, nous mettons le doigt dans quelque chose qui ne me paraît pas conforme aux principes républicains, c'est-à-dire 2 catégories de citoyens. Des citoyens incontestables et des citoyens qui peuvent être contestés. Personnellement, je pense que la République ne reconnaît qu'une seule et unique citoyenneté. Une position partagée par le député européen et président du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui estime que l'on manque de discernement sur cette affaire. C'est tout à fait violent et brutal, parce que je vais prendre l'exemple qui nous unit, nous, Français et Marocains. Moi, je suis né au Maroc.
contrairement à beaucoup de Marocains français. Ils sont pas nés au Maroc, mais en France. Eh bien, je ne suis pas marocain. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, il n'y a pas le droit du sol. Il y a le droit du sang. Et marocain qui est enfant de marocain. Mais en France, nous reconnaissons le droit du sang. Vous êtes fils de Français, vous devenez Français. Puis le droit du sol, vous naissez en France, vous pouvez être Français. Alors imaginez-vous que vous êtes un franco-marocain ou une franco-marocaine. Et vous voulez... votre vie est là, en France, ça se trouve comme ça. Vous parlez français, des fois vous ne parlez pas arabe. Bien, que va faire cette personne? Vous imaginez cette personne qui a une double nationalité? Elle va aller à l'ambassade du Maroc et elle va dire, écoutez, je ne veux plus être marocain. Et alors elle va en quelque sorte offenser ses parents, ses grands-parents, tous ceux qui les ont portés dans la vie, qui ont fait tant de sacrifices. Et là nous parlons d'immigrés. Les immigrés ont beaucoup souffert, la plupart des gens oublient ça, mais l'immigration c'est une souffrance. Et toutes ces souffrances, tout d'un coup, elles seraient niées, elles seraient... Non, c'est pas... C'est très cruel d'avoir mis en cause la double nationalité. Est-ce que c'est efficace? Non. On voit bien dans le cas des terroristes dont nous parlons, ils sont prêts à se faire sauter eux-mêmes. Donc vous imaginez qu'ils ne vont pas aller d'abord regarder le code de la nationalité pour savoir les risques qu'ils prennent. Bon, ça a cessé de les intéresser. Prenons l'exemple d'un Syrien, parce que c'est le cas dont nous parlons. Nous sommes, ou on pourrait dire d'un Libyen. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a pris la main dans le sac d'une action terroriste, on le condamne pour ça, donc on l'a arrêté, on l'a mis en prison, on l'a jugé, et à ce moment-là on dit, ben monsieur, vous êtes déchu de votre nationalité, on vous renvoie dans l'autre pays. Ah bien, et à qui on le remet? Parce que déchoir et expulser, c'est pas prendre quelqu'un, le mettre dans un avion, le jeter avec un parachute au-dessus du pays dont il est censé... Non, on doit le remettre à des autorités, lesquelles? On va donc mettre quelqu'un qui est dangereux au point d'avoir provoqué un attentat, d'avoir été arrêté pour ça, et bon, on va le relâcher comme ça, dans un pays où il n'y a plus d'autorité, et où, que fera-t-il? Ben, il rejoindra ses lignes arrières, c'est l'endroit d'où il est parti. Donc ça revient à dire qu'on va rendre des combattants à une armée qu'on combat. Ça est absurde. Trouver les mots pour expliquer, pour faire comprendre ce qu'il s'est passé. C'est tout le travail de Marie-Sandrine Lamoureux, professeure de lettres depuis 20 ans dans un lycée de banlieue parisienne. Elle a remarqué un grand changement de comportement de ses élèves. J'ai eu l'impression d'une énorme différence entre ce qu'avaient pu dire mes élèves au mois de janvier dernier et ce qu'ils ont pu dire par rapport aux attentats du 13 novembre, pour plein de raisons. D'abord parce que le discours n'est pas parasité cette fois, on voit bien que chacun est visé par la barbarie. La question qu'on s'est posée avec mes élèves au lendemain des attentats, c'était de dire quel est mon cercle de confiance, mon premier cercle de confiance, à qui est-ce que je peux parler, de qui est-ce que je prends soin, qui prend soin de moi, vers quels adultes je peux me tourner si je me pose des questions. Et méfie-toi d'une seule source. Méfie-toi d'une personne qui te dit qu'il détient la vérité. Cette personne te ment, tu es sur une mauvaise pente. Demande à un autre adulte, demande à quelqu'un d'autre. Demande à des adultes autour de toi responsables et multiplie tes sources. Y compris quand tu vas sur Internet, y compris quand tu t'adresses à des adultes. Donc à ces jeunes, il faut dire que la France, c'est eux, qu'ils en font partie, qu'ils auront beau dire, c'est écrit sur leur carte d'identité et on en est fiers. Et eux aussi peuvent en être fiers parce que c'est une nation qui sait se lever et se réveiller face à l'absurdité. Les musulmans de France appréhendent l'avenir autant, si ce n'est plus, que le reste des Français. Plus que les contrôles, les menaces ou l'état d'urgence, ce sont surtout les propos du Front National qui les inquiètent. Comme ceux de Marion Maréchal Le Pen, qui parle de rangs différents entre musulmans et catholiques en France. Des propos qui donnent froid dans le dos et qui font craindre le pire dans les jours qui viennent.